Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners et bienvenue dans Coup de canon, le podcast Arsenal French Club. Ce soir, on débrief de la rencontre de Ligue des Champions. Arsenal recevait le Dynamo Zagreb dans la 7e journée de la phase traditionnelle de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Victoire des Gunners 3-0. Pour m'accompagner dans ce débrief, la crème de la crème, les experts XXL, les experts Ligue des Champions, et puis des anciens. Je vais commencer par le moins ancien des deux. J'ai nommé Méchad. Salut Méchad. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Comment ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Hamdoullah, comme on dit en Angleterre. Me semble-t-il, hein? Je suis pas sûr, Ah. mais pourquoi pas. Et le plus ancien de nous trois, celui dont vous avez longtemps entendu la voix sur les débriefs, les podcasts, parfois ses coups de gueule également, mais un grand fan d'Arsenal comme nous tous, j'ai nommé Axel. Salut Axel, bienvenue. Ben, merci les gars. Et merci aussi pour ceux qui demandent mon retour de temps en temps en commentaire. Voilà, Tout le ça monde fait demande ton plaisir. retour, Axel. Tout le monde le demande. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Ligue des Champions, on attendait plein de choses. On était curieux de voir. On a vu, on a gagné, clean sheet. Il y a des points positifs, mais en tout cas, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça avant de commencer avec la compo. Messieurs, l'instant passion de Méchad, le coup de cœur ou le coup de gueule. Méchad, on laisse l'honneur à l'invité. Oui, parce que Allez, je sais même pas parce que quoi t'as dire. oublié. Axel, aurais-tu un coup de cœur ou un coup de gueule sur cette rencontre sur lequel tu voudrais qu'on revienne Non, un peu plus tard? coup de Un coup de cœur, cœur. Noineri. Ok, bon voilà, c'est... Donc du coup, on y reviendra pour la deuxième mi-temps. Et Méchad, tu as eu peu de temps. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Ah, c'est bien, mais c'est bien beau de mettre des Ah non, thématiques mais en là, place, hein, mais mais là, c'est dur parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter match après match. Je dirais la compo de début de match qui a permis à certains joueurs de se reposer. du, du coup, plutôt un coup de cœur. Oui, oui, ou un coup neutre. Voilà, un coup qui, Un coup de passion. Voilà. voilà, c'est ça, une balle à blanc, une balle à blanc. Ok, ça marche. Bon, allez, tu en as parlé. On rentre dans le vif du sujet avec la compo du jour. Dans les cages, Raya, défense à 4, toujours dans un traditionnel 4-3-3. De droite à gauche, on avait Timber, Gabriel, Kivior, Zinchenko. Milieu de terrain 3 avec Jorginho, Rice et Ødegaard. Et devant, Sterling, Martinelli, Havertz. Par rapport au match d'avant, ça fait que Merino sur le banc, ça fait que Partey également sur le banc et Sterling préféré à Trossard. Messieurs, la question revient systématiquement, elle est traditionnelle. Qu'avez-vous pensé de cette composition de départ au moment où vous l'avez découverte? Bon, moi, comme Michel a dit, ça a permis de faire tourner. Puis voilà, Dynamo Zagreb, on s'attendait, c'est pas, tu vois, le match de Ligue des Champions, tu vois, c'est pas le Real Madrid ou autre chose. Donc voilà. Compo pas étonnante par rapport à ceux qui sont disponibles et voilà. Bon. Mais en tout cas, sympa. Ok, Michel? Ouais, absolument pareil. Il fallait faire tourner sur ce match, il fallait en profiter. On en avait parlé d'ailleurs dans le précédent podcast. Mm. Et c'est bien que les joueurs les plus, alors pas les plus utilisés parce qu'il y en avait d'autres, mais enfin, avec l'effectif qu'il avait, les joueurs qu'il avait et la possibilité de rotation qu'il avait, il a fait ce qu'il avait à faire, Artepep. Donc, donc c'est bien. Ça a permis à des joueurs comme Trossard qui sont en forme de pas trop
comment dire, de rester en forme, on l'espère, pour le championnat et de permettre à Martinelli de briller parce qu'il a quand même fait un plutôt bon match, on va dire. Moi, je trouve aussi. Euh, Tout le monde n'a pas J'essaye, l'air j'essaye. visiblement Mais d'accord, j'essaye. mais Non, mais Axel fait la tête, mais en fait, j'essaye de, tu sais, je tire à la canne à pêche et j'essaye vraiment d'essayer de trouver En fait, bon, bref, on parlera du match. Pardon, excuse-moi, je commençais à analyser, mais je t'en prie, Raoul. vas-y, tu fais comme chez toi. Alors, le postulat de départ de cette rencontre, on rencontrait, pardon, on recevait à l'Emirates le Dynamo Zagreb qui était 25e au coup d'envoi avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Une équipe dont Cannavaro est désormais à la tête depuis peu de temps. C'est un bon entraîneur, lui, hein. Euh, on verra. Je suis pas sûr que Zagreb pour l'instant le pense, Non, mais, non, mais comme les autres équipes qui l'entraînent. ouais, Oui, voilà. pardon. Voilà, laissons-lui sa chance en tout cas là-bas. Le premier enjeu était de taille puisqu'en cas de victoire, même si mathématiquement nous ne sommes pas qualifiés, on l'est à 95 voire 98% puisque il n'y aurait qu'une différence de but en notre défaveur qui pourrait nous mettre barragistes. Et vu l'avance que l'on a, il faudrait vraiment qu'on s'écroule, qu'on perde déjà contre Gérone et qu'on s'écroule au niveau de la différence de but. Donc pour moi, voilà, même si c'est pas fait, c'est pas officiel, mais c'est dans un ballottage très 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 favorable. Donc c'était l'enjeu. Après, on espérait quoi? On espérait un clean sheet. Ça fait quand même 5 matchs de suite qu'on fait pas le clean sheet. On espérait retrouver chez certains de l'envie, chez d'autres du jeu, de la transition rapide, de la verticalité, face à un adversaire, encore une fois, largement à notre portée. Pardon. Et Thomas du partout. coup, qui était sur le banc au début. Du coup, on rentre dans cette première mi-temps, messieurs. Pas vraiment le temps de réfléchir, de cogiter ou de s'installer sur son canapé, puisque dès la deuxième minute de jeu, ouverture du score de Declan Rice sur un centre de Martinelli, une remise en une touche d'Averse pour frappe qui enchaîne une frappe de mule. Ça fait but. Euh, on peut peut-être s'attarder parce que finalement, il n'y aura pas grand-chose dans cette première mi-temps. On peut peut-être un petit peu s'attarder. En tout cas, si vous avez des choses à dire sur ce but, des choses qui vous ont intéressé, interpellé. Et puis après, on parlera de façon très générale de la première période. Euh, ouais, ben, heureusement qu'il y a eu ce but. Franchement, c'était. Je vais pas te mentir, j'ai regretté que j'ai dit que je participais au podcast. Parce que, frère, je suis très sincère. Je dis même pas ça pour tu, je le jure sur la mort de mon père. Putain, c'était dur. Physiquement, tu vois, j'étais là devant l'écran, c'était très, très, très difficile. Je voulais dormir, tu vois. Oh là, là. Le match, il m'a endormi. C'est. Ouh! Ah ouais, franchement, ces Ce qui est premières rassurant, mi-temps. ce qui est rassurant, tu vois, c'est que ça fait un petit moment qu'on le dit quand même, Axel, notamment l'année dernière. On s'en prenait plein la bouche de la part des supporters. Et aujourd'hui, non seulement les supporters commencent à se rendre compte, mais en plus même les commentateurs à la télé le disaient. Que franchement, c'était un match qui était compliqué. Et j'ai l'impression qu'on le dit match après match. Donc, ouais, heureusement qu'il y a eu le but. Effectivement, je me suis juste permis cette pression-là parce que, en fait, à un moment donné, tu as l'impression que tu es trop dur, peut-être, parce que les victoires sont là, mais que c'est pénible à regarder, quoi. Que c'est pénible. Enfin, en fait, il n'y a aucun plaisir. Ouais, non, mais c'est. Ouais, franchement, c'est totalement ça. Franchement, j'ai rien. Enfin, moi, c'est bon, j'ai fini par de la première mi-temps. Le but, il est beau. Merci, merci à Havertz. Havertz qui, quand même, je répète, si il aurait la finition de Van Persie, il aurait pu être notre Van Persie parce qu'au moins, il a un truc pour lui, et les commentateurs l'ont dit, je suis d'accord, c'est qu'il arrive à se créer des occasions. Tu vois, au moins, il rate une tête, etc. Et c'est quelqu'un qui arrive quand même à créer des occasions. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus de finition. Mais s'il aurait plus de finition, ce bonhomme, je pense qu'il pourrait facilement faire trop de buts en une année. Mais bon, globalement, sinon, j'ai rien à dire sur le premier mi-temps. C'était très mauvais. C'était mauvais. Le Dynamo n'a rien proposé, même en seconde. Mais bon, on va parler de la seconde après. Mais voilà, moi, j'ai fini par la première. Bon, sur le but, il y a quand même quelques faits intéressants. Déjà, on se rend compte que quand Martinelli accepte le duel et qu'il prend le duel,
bah, il est capable quand même de temps en temps de faire la différence. C'est ce qui s'est fait sur ce premier but. L'intelligence d'Havertz de faire le décalage. Je sais pas si c'est une intelligence ou si c'est une peur de frapper, parce que j'ai l'impression que dès qu'il faut frapper, Havertz, il est un peu en panique et Non, je qu'il suis est pas plus. d'accord. Je pense qu'il veut vraiment faire la différence pour Oui, lui. non, Je non, je pense qu'il sais, veut vraiment lui donner une c'est pour la volonté. blague, mais je veux dire, un vrai buteur, il l'aurait tenté la frappe. Il l'aurait pas fait Ouais, mais non. Au la passe contraire, entre eux, moi, il mais a été très intelligent voilà, sur c'est l'action. très intelligent, très opportuniste et c'est très bien joué. Et puis après, Havertz, Declan Rice, c'est ce que je disais dans le groupe. J'aime les femmes, mais je pourrais faire une exception pour Declan. Voilà, vraiment, il y a une petite exception que je pourrais lui faire. Non, mais parce que voilà, il joue pas à son poste, il joue un peu bah, contre nature et il arrive quand même à être très performant à ce niveau-là. Et après, moi, je dirais quand même qu'il y a eu 10 premières minutes d'assez bonne facture où Merci. il y a eu du mouvement quand même. Mais bon, 10 minutes, c'est quoi sur une mi-temps et sur un match global? C'est que dalle, hein. J'essaie vraiment de tirer le max du positif, mais il y a eu quand même, allez, ouais, 10 15 minutes quand même où il y a eu du mouvement, il y a eu un pressing assez haut. Après, c'est toujours la même question, c'est est-ce que c'est dû à la faiblesse de l'adversaire qui nous a laissé faire ce que l'on voulait ou pas? Je critique assez souvent le manque d'intention de l'équipe pour pas souligner que quand même sur les 10, ouais, je dirais les 10 premières minutes, il y a eu quand même une intention d'aller de l'avant et de créer du mouvement. Mais ça a pas duré très longtemps et dès lors que l'on a Après, marqué, après, c'était pas 10 minutes de folie non plus, les gars. oui, 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 non, non, mais par rapport au précédent match, et notamment celui contre Aston Villa, je t'assure que je sais reconnaître quand il y a 10 minutes où il y a un peu de mouvement. Voilà. C'est déjà ça. Et On en sur est cette... là quand même. Ouais, ouais, non, mais je suis absolument d'accord. Vraiment, j'essaie de... Tu sais, on a tellement dit que j'étais trop critique, même rabat-joie, que j'essaie maintenant de tirer à chaque fois du positif de ces matchs-là. Donc voilà, le jeu a bizarrement plus penché à gauche qu'à droite. Est-ce que c'est dû à la présence de Snoop Dogg sur le terrain? Peut-être. Quoi qu'il en soit, pour une fois, le jeu a plus penché vers la gauche et j'ai bien aimé la. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai trouvé intéressante la première mi-temps de Zichenko. Voilà. J'ai pas trouvé dégueu et il montre quand même que il est pas finito et qu'il est capable de faire certaines choses, en tout cas contre des équipes qui sont à peu près à sa portée, c'est-à-dire le Dynamo Zagreb. Voilà, voilà moi pour la première. Je sais pas si toi, enfin Raoult, toi, visiblement, tu as plus de choses positives à dire Non, que mais nous. je vous rejoins dans le sens où, face à un adversaire de cette trempe-là, c'est nettement insuffisant. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le space de la mi-temps, à savoir que ce match-là, à la mi-temps, tu dois rentrer au score et tu dois avoir 2 ou 3-0 facilement. Et tu dois te faciliter la deuxième mi-temps, qui permet aussi de donner peut-être plus de temps de jeu, etc. Sauf que dans le premier quart d'heure, encore une fois, je suis d'accord, c'est le Dynamo Zagreb, mais dans le premier quart d'heure, on a 82% de possession de balle. On fait 7 frappes au but, en tout cas, on essaie de frapper 7 fois au but pour une frappe cadrée et donc, du coup, le but. Je trouve que l'entame de match, elle est assez intéressante. Et je vais Oui. vous répéter un petit peu ce que je dis dans le space. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette rencontre-là, c'est qu'à un moment donné, on s'est éteint, et c'est à peu près au quart d'heure de jeu qu'on a commencé à s'éteindre, je trouve, en manquant de respect un peu à Zagreb, et notamment sur pardon, et notamment sur la ligne défensive. C'est-à-dire qu'offensivement, j'ai trouvé, alors là je sais que je vais vous faire des bons, mais c'est même pas volontaire parce que je le pense, alors je le dis, j'ai trouvé qu'offensivement, on avait les trois de devant qui ont énormément essayé, avec une réussite pour certains et des échecs pour d'autres, mais quand à longueur de temps sur les podcasts, Méchad, je dis Méchal parce que tu es quand même plus souvent avec moi qu'avec Axel, quand on disait que Martinelli, ça devenait insupportable qu'il mette le pied sur le ballon dès qu'il avait un défenseur devant lui qui faisait Mhm. demi-tour et qui remettait la balle en arrière. Quand on disait la même chose de Saka quand il provoquait pas, etc. Le fait de voir Sterling avec le jeu qu'il a et avec les capacités qu'il a aujourd'hui en 2025 d'aller tenter de provoquer, moi, ça m'intéressait de voir Martinelli aller de l'avant, ça m'intéressait de voir Ouais, Havertz, mais il a trop d'avoir peu un fait. jeu, oui, mais de Sterling, il a voir trop peu fait. Il a fait que quelques fois. de voir Havertz, je te parle vraiment du premier quart d'heure, hein, de voir Ah, du premier Havertz, quart ouais, d'heure, ouais, oui. Oui. de voir Havertz jouer énormément en appui remise et en pivot dans la surface, c'est des choses que moi j'ai trouvé relativement intéressantes. Là où moi j'ai moins aimé la première période, c'est plus sur la partie défensive, non pas que le Dynamo Zagreb nous a mis en difficulté, mais tout simplement parce que je trouve qu'on a joué beaucoup trop facilement. À noter les pertes de balles de Kivior, dont une où il est quasiment le dernier
Ouais. défenseur, il tente le crochet. Et je vais répéter, alors je suis désolé pour ceux qui ont écouté le space à la mi-temps, mais juste pour vous lancer sur certains débats peut-être, Kivior, on, dans le podcast d'Aston Villa, Mechad, on a regretté de voir partir à droite et pas une titularisation de Kivior qui laissait Timber à droite parce que Kivior pouvait remplacer Saliba. Quand tu as la chance ou quand le coach te donne la chance d'évoluer dans un match de Ligue des Champions à la maison face à un adversaire relativement faible et que tu as très peu de temps de jeu comme Kivior a cette saison, tu dois jouer le plus simple possible et tu dois être présent là où on t'attend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que l'adversaire a une balle qui va chercher son avant-centre en appui, etc., tu dois être présent, tu dois être au duel, tu dois gagner tes duels. Kivior a voulu en faire beaucoup trop dans cette première période, peut-être en étant beaucoup trop facile. Du coup, il a perdu pas mal de ballons. Je Même pense que c'est chose. plus ça. Je pense que c'est plus ça, Raoult. Je pense qu'il est trop facile. Oui, mais du coup, quand je Comme dis le reste trop, de l'équipe, comme le reste de l'équipe qui est rentré en gestion à partir de. quand je dis trop facile, c'est en manquant un peu de respect. Il fait pas ça contre City, par exemple, tu vois, ou il fait pas ça si tu joues le Real. Non, mais Timber, parce que quand en face, t'as une opposition. faible. Bah, non, j'allais dire, il fait pas ça contre City parce qu'en face, t'as une opposition j'allais dire, qui vaut le coup. Pardon, c'est vraiment pas bien ce que j'ai. Une opposition De qui. qualité, Ouais, autre. voilà. Voilà, oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais Effectivement, quand tu l'adversaire vois, te propose rien, tu te sens un peu plus pousser des ailes. De la même manière que merci, c'est bizarrement. exactement le terme. Pousser des ailes. Tu vois, Timber Ouais, qui ouais, perd également un ballon, bien exactement. rattrapé pour le coup par Kivior. À un moment donné, Timber qui met la balle en retrait à Raya, qui doit mettre une pépite devant, qui essaie de faire un petit piqué, mais le piqué part 5 mètres devant et ça fait aussi une occasion ou une demi-occasion de but. En fait, c'est ça que moi, j'ai pas aimé dans cette première période, tu vois. J'ai Ouais, aimé franchement. le jeu de Jorginho qui a été très simple et qui a été une rampe de lancement et qui, lui, a essayé d'accélérer le jeu parce que du coup, on manquait vraiment de vitesse dans le jeu. Ødegaard continue à faire beaucoup trop de touches, d'après moi. Et Jorginho, dans le milieu de terrain, avec Rice qui était plus dans la percussion, mais Jorginho, c'était vraiment le seul au milieu de terrain qui essayait d'aller chercher la profondeur ou d'aller accélérer le jeu en une ou deux touches. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai moins aimé l'aspect j'ai des ailes qui me poussent dans le dos défensivement. Voilà, c'est juste ça que je voulais apporter un peu comme précision. Et du coup, Kivior, je pense qu'il a manqué de marquer des points sur cette première période, sachant que la deuxième période était beaucoup plus simple. Il y a eu ce sérieux qui est revenu. Mais bon, le fait de voir rentrer partir à droite en deuxième période, enfin bref. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus sur cette première période, à moins que l'un de vous souhaite rebondir sur ce que j'ai dit. Non, non, c'est parfait. Merci. Axel, c'est bon pour toi aussi? Ouais, ok. Ouais, pour moi, c'est Alors, on bon, attaque la deuxième période. hein. Parfait. Deuxième période, pas de changement. C'est que 1-0. Ça me paraît pas illogique de pas changer tout de suite. Euh, et pareil, il y a pas grand-chose qui se passe. Et je trouve que, par contre, en deuxième mi-temps, messieurs, j'ai retrouvé là, du coup, vraiment le Arsenal complètement ennuyant avec son système de passe qui passe par derrière, tu attends, tu mets le pied sur le ballon, etc. On était moins dans la provocation, on était moins dans la verticalité, et du coup, c'est ce qu'on n'aime pas forcément et ce qu'on souligne quand même depuis quelques temps, Méchad, notamment avec toi, sur le jeu d'Arsenal. J'ai trouvé plus flagrant en deuxième période qu'en première période. Bah, ouais, en fait, on est rentré en gestion, quoi. Donc, face à un adversaire qui, même lorsque l'on était en gestion, n'a pas essayé de faire quelque chose, n'a rien proposé, a refusé le jeu. Enfin, en fait, je crois, et j'étais assez d'accord. Il y a une phrase, je crois que de Jean-Luc Caribard ou de l'autre, je sais plus, qui disait qu'on avait l'impression que Zagreb était venu pour limiter la casse, en fait, en tout cas pour pas prendre une valise. Mmh. Et c'est exactement ça, quoi. Et au final, ils se sont pris 3-0 alors qu'on a vraiment fait le service minimum. Et moi, ce qui m'inquiète un peu dans. Alors, je sais pas. En fait, je sais pas si c'est OK de se dire bon bah ils ont été en gestion, donc en fait en gros on a joué 20 minutes et après ou 15 minutes et puis après c'était tranquille. Du coup, ça nous a pas trop mis en difficulté physique, on va dire. Ou alors de me dire mais même contre une équipe comme Zagreb, on n'est pas capable de proposer autre chose que rien. Tu vois, je sais pas du tout, je sais pas du tout comment me situer par rapport au match en fait.
Ah, c'est Euh, assez compliqué à décrypter, on va dire, ou à analyser dans l'intention qu'on avait sur ce match-là ouais, et en fait, ou de ce qu'Arteta a demandé à ses joueurs, ouais, quoi. en fait, on peut essayer de pousser l'analyse à plus loin parce que, bon, globalement, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire aussi sur cette deuxième, à part les deux buts. Euh, mais enfin, c'est quand même étonnant qu'à chaque fois, on arrive à gagner en ne proposant pas grand-chose dans le jeu. C'est quand même étonnant qu'à chaque fois, moi j'ai l'impression que, et c'est pour ça, alors peut-être que c'est moi qui me trompe dans mon analyse, mais j'ai quand même à chaque fois, j'ai quand même cette impression à chaque fois que l'adversaire en face ne propose rien. Donc est-ce que l'adversaire ne propose rien parce qu'ils ont peur d'Arsenal, parce que c'est notre organisation qui les empêche de faire quelque chose au final, et c'est Arteta le savant du 21e siècle qui arrive à faire déjouer les adversaires. Et en même temps, j'ai l'impression que dès que l'adversaire accélère et qu'il décide de nous pousser un peu physiquement, bah, on craque soit on perd, soit on fait match nul. J'arrive, je sais pas, j'arrive pas à avoir la réponse à ces questions-là pour le coup. Si vous avez une réponse ou un début d'analyse. Bah, ce que je te propose, ce que je vous propose, Méchad et Axel, c'est de dérouler rapidement Oui, pardon, non, excuse-moi, non, non, pardon. non, non, mais pas du tout. Mais rapidement, les faits de la deuxième mi-temps pour pouvoir après faire des focus sur notamment certains joueurs. À l'heure de jeu, coach, il fait deux changements. La sortie de Sterling sur un match globalement raté, avec l'entrée de la pépite Nwaneri qui était de retour ce soir. Timber qui laisse sa place à Thomas Partey qui prend le poste d'arrière droit. Ça, c'était à l'heure de jeu. Ensuite, on a la 66e, le deuxième but, le but d'Avertz, qui est, qui fait suite à un centre millimétré de Martinelli, qui aura donc été impliqué sur deux des trois buts. Ensuite, on a deuxième salve de changement à la 74e, 75e, avec Zinchenko et Havertz qui laissent leur place à Tierney et à Trossard. Trossard qui évoluera poste pour poste en pointe avec, à la place d'Havertz. Euh, le centre, je vous donne ça comme ça, après on pourra revenir sur les faits que vous avez envie. Le centre millimétré également de Nwaneri sur la tête de Rice qui passe à côté. Et moi, honnêtement, je me suis dit, heureusement que c'est Rice qui la loupe, parce que si c'est Havertz, par exemple, qui la loupe, il se fait détruire. Très factuellement, il faut être très objectif. On n'aurait pas laissé passer ça de la part d'Avertz. Et ensuite, 91e minute, le 3-0 de Degas sur une passe D de Trossard. Et le petit fait marquant, et je pense que ça a fait plaisir à Axel qui suit également nos jeunes. 92e, on a laissé un petit peu une ou deux minutes de jeu à Butler oh là là, Oyejedi, pardon, je sais pas comment ça se prononce, qui a remplacé Martinelli, un petit jeune de 22 ans qui évolue actuellement avec les U21 et qui a des stats assez, moi je trouve assez incroyables. Alors, c'est de la première Ligue 2, c'est du U21, mais le jeune, c'est 7 matchs, 6 buts, 5 passes D, quoi. C'est pas totalement dégueulasse. Mais je sais que Axel, toi, tu les suis, donc tu auras peut-être un petit mot à nous toucher sur ce jeune si tu as des infos dessus ou nous dire ce que tu en penses. Voilà, grosso modo, euh, les faits marquants de cette deuxième période, ce qui va nous permettre, ce qui va permettre à Axel de faire son petit focus sur l'entrée de Nwaneri. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il est rétabli. Quand tu vois les coups de rein et l'accélération qu'il a, tu te dis que ce jeune-là, il n'a plus aucune gêne musculaire. Et peut-être vos avis sur les buts ou voilà. La parole est à vous, messieurs. Euh, Moi, j'aimerais déjà commencer par les jeunes. C'est super intéressant qu'on en parle. En même temps, ça me permet de revenir sur un podcast. Je vous invite à aller l'écouter sur le podcast de Ranzi qu'il a fait avec Najim Medini et Bass. Et à un moment, il parlait de Doman. Alors, on avait déjà parlé de lui dans ce podcast. Et alors, Randy a dit quelque chose, il a totalement raison. Il y a des fans qui disent, ouais, mais il ne fait pas jouer Max. Alors, les gars, il a 14 ans. Hey, laissez-le grandir. Par contre, non, mais, enfin bref, tu connais déjà, mais par contre,
Najim Medini a confirmé quelque chose. Ce match-là, je ne l'ai pas vu malheureusement, mais il a commenté un match, le dernier match de Max pour la Youth League, et il expliquait que c'est un vrai crack, un vrai talent, et que d'ailleurs physiquement, on dirait pas qu'il a 14 ans, mais il fait plutôt 16 ans. Il avait aucun mal avec eux. Donc, je vous le redis, les gars, je sais pas où Arsenal, comment ils ont fait pour dénicher ce petit gars. Mais la vie de ma mère, c'est la folie ce joueur. Autre chose, pour revenir toujours sur les jeunes joueurs, je parlais de ça avec Randy. Donc, pour montrer que tu es, comme disait Michel, parfois on parle de certaines choses il y a longtemps et aujourd'hui, après, on en parle aujourd'hui. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est qu'à l'époque, je parlais déjà de Mika Birette, tu sais, en disant que c'est une pépite et que du sens que à Fulham, il avait tout niqué, on l'avait récupéré et qu'on était là pour le faire péter. Finalement, cet été, on a décidé de le vendre. Mais bon, je me dis que finalement, si Monaco va le chercher pour quasiment 14 millions, c'est que c'est pas forcément une brêle, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, malheureusement, il n'a pas réussi à percer chez nous. Mais moi, je le voyais plutôt faire un truc à la Guillaume Quérez, c'est-à-dire un joueur un peu comme ça, et dans le sens où il prendra du temps pour percer, mais il pourra percer en tant qu'attaquant, tu vois, parce que c'est un attaquant intéressant. Il n'est pas fini, mais il est très, très intéressant. Et pour le jeune qui est rentré, franchement, je le connais de nom. J'ai dû voir un match à lui, mais je ne le connais pas assez bien. Je ne vais pas mentir, je ne le connais pas assez bien comparé à certains. Donc voilà, notamment, tu vois, l'année dernière, j'ai beaucoup suivi Cozier Duberry, que malheureusement, on a perdu pour Brighton. Donc voilà. Pour revenir sur Nwaneri, pourquoi moi je voulais parler de Nwaneri? Parce que quand vous avez parlé de Sterling et du 10 premières minutes, bon, je suis pas d'accord. C'est pour ça que bon, je voulais pas. Sinon, le podcast il va durer trop longtemps et j'ai pas envie de débattre sur ça. Moi, Sterling, son match, il était nul à chier. Oui, bien sûr. Même les 10 premières minutes, c'était claqué au sol. Ce qu'il a essayé, c'était zéro. Et pour moi, ce que Nwaneri a fait, c'est ce que Sterling aurait dû faire. Bien sûr. Mm. Voilà. Et ça pour moi, ça c'est une entrée de patron et de ce genre de choses. Petit aparté aussi, en même temps, là ça me permet de répondre à ça pour ceux qui écouteront le podcast. Un moment, il y a Najim qui dit, oui, les supporters d'Arsenal demandent trop à Nwaneri, Jean Arteta le fait pas assez jouer alors qu'il est jeune. Alors, j'aimerais redonner le contexte de la situation. Arteta a expliqué qu'il a prêté Fabio Vieira et Nelson pour donner du temps de jeu à Nwaneri. Donc, si Nwaneri n'est pas encore prêt, tu aurais dû garder ces deux joueurs qui auraient permis le fait de le faire jouer 10-20 minutes et qu'on n'attende pas de lui. Mais dès le moment que tu lui fais de la place, si tu lui fais de la place, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour me dire après quelques mois, ouais, mais non, il n'est pas vraiment prêt. Ça, c'est pas mon problème. Il y a eu 2 mois. Pendant 2 mois, vous avez bossé, d'accord, normalement, et vous avez fait ce choix-là. Ce choix-là, on a écouté, et ensuite, dans la saison, on a demandé qu'il soit plus utilisé. En tout cas, super match de ce petit jeune. Très, 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 très talentueux. Je pense que tout le monde le voit aujourd'hui. Pareil, nous, sur Arsenal French Club, on en parlait déjà depuis un moment, etc. Parce que moi, je regardais déjà ces matchs quand il était jeune. Wilshere, je me rappelle, quand il est arrivé directement, euh, la première chose qu'il a dit, c'est waouh, ce joueur-là, c'est une dinguerie. Et moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est lui la plus grosse pépite d'Arsenal. Euh, on verra si Doman fait mieux. Mais en tout cas, pour le moment, pour moi, c'est lui la plus grosse pépite depuis Wilshere. Tu vois. Et je parle au milieu, parce qu'on me dit, oui, il y a Saka. Et les gars, je parle au milieu de terrain. Je parle au milieu de terrain. Donc, moi, j'ai jamais été convaincu par Patino. Mais par contre, Nwaneri a fait un super match. Il était entreprenant. Il a récupéré des ballons, des retours en défense, etc. Euh, il est hyper intéressant. Et en plus, l'avantage qu'il a, c'est que lui, il lève sa tête déjà. Donc, comme il arrive déjà à lever sa tête, ben, ça, c'est super intéressant. Au-delà de ça, moi, j'ai toujours été convaincu qu'il ne pouvait pas jouer avec Odegaard au milieu de terrain. Par contre, le placer en tant qu'ailier droit est une très, très bonne idée de la part de Arte Pep. Donc, voilà. Et franchement, ça le met en valeur et il peut combiner avec Odegaard et c'est super, super intéressant. Donc, voilà. Méchad. C'est dur de passer derrière Axel après, hein? Non, non, rebondir juste sur un argument qu'a dit Axel concernant Noneri où les gens disent qu'il est trop jeune ou je sais pas quoi là.
Non seulement, effectivement, il y a deux joueurs qui ont été prêtés pour lui laisser de la place, mais en plus, quand il a joué, il a été très bon. Ça veut dire qu'en fait, il y a pas de contre-argument. C'est pas comme s'il avait joué et qu'il avait montré qu'il n'était pas prêt, trop frêle, trop timide, etc. Bien au contraire. C'est-à-dire, à chaque fois, il a pris le jeu à son compte. À chaque fois, il a créé de différence. À chaque fois, ça a été le. Enfin, il a crevé l'écran. Et d'ailleurs, c'est pas anodin quand, à sa rentrée, il est acclamé par tous les l'Emirates. Parce que les gens, quand même, voient. On va dire, on a des yeux aussi, hein. Il y a pas que notre ami Arteta qui voit les matchs. Donc voilà, de la même manière que Lewis Kelly doit être titulaire arrière gauche tant qu'il garde la forme actuelle, je pense que Nwaneri doit être sur le terrain, peu importe où, en fait, que ce soit au milieu ou à droite, il doit l'être parce que c'est le seul aujourd'hui qui est capable de créer des choses et de faire la différence devant. Parce que Odegaard, il est un peu en dedans et c'est un peu difficile. Et que lui, il est capable, même arrêter d'accélérer le jeu et de créer des différences. Donc voilà, c'est de bon augure et en espérant qu'il ne se pète pas encore, parce que pour le coup, ce serait un peu compliqué, quoi. Ouais. Petit Après, l'avantage, précis. c'est qu'il est jeune. Et je pense que c'est pour ça qu'il est revenu vite de Ouais, bien ce qui sûr. s'est passé musculairement, tu vois. Et je Mm. pense que c'est logique, il est en pleine croissance parce qu'il est jeune, très très jeune, 16 ans, tu vois. Donc, enfin 16 17 ans, donc c'est 17, très ouais. jeune. Donc, ouais, donc pleine croissance, le bonhomme. Mais l'avantage, c'est qu'il peut rapidement se sécuriser. T'as parlé de Lewis Scully, moi je suis d'accord. Lewis Scully, il a été formé en tant que milieu, les gars, à Ouais, la ouais. base. Mhm. Donc, Mm. c'est exceptionnel de sa part. Même si je suis obligé de revenir sur lui parce que lui aussi suit les jeunes d'Arsenal parce que c'est son club. Mais Najim il avait dit que pour lui, c'était le jeune qui pouvait tu sais, prendre la place de Zinchenko dans le sens où il faisait du latéral intérieur et faire le jeu. Et après, moi, je trouve que il est dans le jeu, il fait le truc, mais je trouve quand même qu'il percute, etc. Moi, Bien sûr. Ouais. Mm. je suis beaucoup plus bluffé, je vais être sincère, hein. Je suis plus bluffé par Lewis Scully que par Nwaneri. Parce que Nwaneri, tu vois, je savais. Lewis Scully, non, je savais pas. Mm. Franchement, je le voyais bon, mais pas comme ça, tu vois. Pas comme ça. Pas aussi fort. Pour faire une petite parenthèse, ou pour fermer cette parenthèse sur Lewis Kelly, on n'en a pas parlé pendant la compo, il n'était pas sur le banc, il n'a pas pu terminer la séance d'entraînement d'hier. Il y a eu une petite alerte, donc du coup, on a préféré le reposer en vue du match de samedi, en espérant qu'il soit rétabli. Mais toi, Mécha, tu viens de dire que quoi qu'il arrive, quel que soit son poste, que ce soit au milieu, à droite, etc., Nwaneri doit jouer. Euh, je, je peux te rejoindre, mais il doit jouer actuellement parce que la question que je vais te demander, c'est par exemple pour samedi, même si Odegaard n'est pas dégueulasse, hein, mais il est un petit peu en dedans par rapport au niveau qu'on lui connaît. Euh, et avec le retour de Saka qui sera beaucoup plus loin dans le temps, puisqu'on parle de fin mars. Mais est-ce que dans une équipe type, tu arrives à trouver une place à, à Nwaneri? Ou est-ce que il doit prendre la place d'un des deux cadors qui serait soit Saka, soit Odegaard? Alors non, ni Saka ni Odegaard, parce que de toutes les manières, même si je le souhaitais, ce ne serait pas possible. Ça, c'est la première chose. Et je le souhaite pas, d'ailleurs. La deuxième, c'est que tout dépend du niveau de notre ailier gauche, qu'il soit Martinelli ou Trossard. Parce que si on a le Trossard des deux derniers matchs, évidemment qu'il doit rester sur le terrain. Si on a le Trossard depuis le début de saison, évidemment que je tenterai Nwaneri. Mais moi, contrairement à Axel, je pense pas qu'il soit impossible d'aligner un milieu de terrain Rice, Nwaneri, Odegaard ou Partey. Enfin, moi, je mettrais plutôt Rice, Nwaneri, Odegaard. Pour moi, c'est pas impossible qu'il y ait les deux. C'est pas possible c'est pas impossible pardon qu'on ait deux créateurs au milieu avec un Rice en 6 ou un Partey en 6 à la rigueur comme vous voulez, mais pour moi c'est pas impossible et ce sera forcément mieux qu'un Merino. Euh, Ce sera forcément mieux qu'un Merino.
titulaire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, tu sais, de toute manière, il y a aucune vérité. Tu vois, comme tu as dit, c'est ce Absolument. qu'on pense. Absolument. C'est ce qu'on pense. Moi, par contre, vous savez que je suis un gros fan de Partey, mais je pense que si tu mets les deux, vaut mieux mettre Raïs. Raïs a beaucoup plus d'abattement, donc c'est beaucoup mieux. Après, je trouve que pour l'équilibre, c'est mieux d'avoir un Chaka. Parce que Merino, il n'arrive pas à faire ça, mais bon, tu vois, un gars comme Chaka à côté d'Odegaard, et je préfère même à la rigueur soit déplacer Saka sur la gauche, ou soit essayer Nwaneri à gauche. Mais voilà, pour moi, le côté gauche, de toute manière, reste un problème. Absolument. Le match de Martinelli, il a eu deux centres super. Franchement, c'est bien parce qu'il faut féliciter ça. Mais globalement, son match, frère, il y a plein de pertes de balles inutiles, plein de fois encore, il lève pas sa tête, etc. Non, Et et puis en plus, on l'attend pas. C'est pas contre comme l'a Zagreb dit qu'on l'attend, Méchal, quoi. ouais, c'est ça. Et puis bon, franchement, je ne veux même pas épiloguer parce que même moi, ça me fatigue. C'est-à-dire que tu vois, je fais très peu de podcasts, mais pourtant, tu vois, et pour ça, je me répète. Donc Hum, voilà. Donc Martine est toujours la même chose. Et voilà. En tout cas, là, pour le moment, Nwaneri, pour moi, il doit être titulaire à droite. Tant que Saka n'est pas encore bien sûr. revenu. Ne pas lui faire jouer tous les matchs. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il faut le faire sortir à la 60e ou à la 50e pour le protéger. Mais pour moi, il mérite largement d'être titulaire. C'est la folie, ce joueur. Le protéger de quoi? Le protéger des enseignements de match. Là, tu vois, les Kelly, s'il a ça, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à enchaîner les matchs à très haut Mais niveau, tu vois. moi, je comprends pas. Enchaîner les matchs de tous les 3 jours, c'est un taf. Comment il fait la Yamal? Je comprends pas. Mais Lamine Yamal n'est pas titulaire depuis cette année, frérot. Tu comprends, ma question? Oui, mais l'année dernière, il jouait aussi tous les 3 jours, non? Oui, mais beaucoup de blessés, c'était compliqué, etc. Moi, je vais te dire qu'en plus, Lamine Yamal, ça reste quand même une anomalie du foot. Tu vois, ça reste quand même une anomalie du foot. Mais Noaneri est très, 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 très fort. Mais bon, je ne moi, suis pas sûr que pour le moment, qu'il ait une destinée comme Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, non, c'est très fort, quoi. Tu c'est vois. juste une question que je me posais. Du coup, on est tous, bah, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que Ethan doit commencer samedi en déplacement à Wolverhampton? Ou est-ce que Ouais. par rapport à son process de reprise, il doit être ce remplaçant de luxe qui peut rentrer si on a besoin de lui? Non, Parce non, que commence. Commence. Quand c'est Odegaard qui doit enchaîner, il enchaîne. Je vois pas pourquoi. Enfin, encore une fois, peut-être que j'en demande trop, hein, mais pour moi, il a, je l'ai pas trouvé en dedans ou tu vois, je l'ai pas trouvé emprunté, quoi. Alors, Hmm. comme dit Axel, c'est probablement l'âge qui permet la récupération. J'en ai 35, je peux te dire qu'effectivement, je récupère pas aussi vite que lui, mais mais qui je récupère pas aussi vite que lui alors que je joue pas et que je suis en pleine forme. Donc non, non, il faut qu'il joue ce garçon. Il faut qu'il joue. Il y a que comme ça, de toute façon, qu'il prendra de l'expérience, qu'il prendra de la maturité dans son jeu, qui, tu vois, il faut. C'est contre qui le prochain match? Wolverhampton. Wolverhampton. Oui, bah il faut qu'il joue contre Wolverhampton. Je vous en supplie, contre Wolverhampton, il y a pas de. Enfin, pour moi, il y a zéro hésitation. Sauf Ouais, pour après. moi, de toute manière, il doit jouer, il doit prendre de l'expérience parce que contrairement à Raoul, moi, ça fait depuis septembre, je dis que le championnat est fini. Mais bon, Raoul m'a expliqué que Raoul, Thomas, Randy, tu vois, les gars, ils sont déçus. Tu sais. Arsenal fait des mauvais résultats, les gars, ils sont déçus. Sauf que bon, voilà, on sait déjà que le championnat est fini, on a déjà perdu. Donc, oui, il faut le faire jouer pour préparer la saison prochaine, tout simplement. Non, mais ça se tient. Après, j'ai peut-être le tort d'y croire, même si dans un space, j'ai fait une thématique Arsenal saison blanche. Donc, je te rejoins en partie parce qu'on loupe trop d'occasions. Mais enfin, bref. Ok, donc, Mais tu sais, moi, je te dis un truc, la saison blanche, elle me dérange pas, hein. En soi, franchement, ça me dérange pas. Moi Ce aussi, je suis qui d'accord. dérange, tu vois, c'est toujours le fait que, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, Raoul, tu vois, c'est surtout le fait que, pour moi, le mercato était mal ouais, géré. bien sûr, bah oui. C'est tout ce genre de choses. Tu vois, c'est comme, Thomas, il m'a répondu sur ça, je sais pas s'il va écouter le podcast, mais Thomas, il m'a dit sur Twitter, quand je passerai ce podcast, il m'a dit, tu m'expliques là
comment on fait pour toujours parler de Raya ou de ce genre de choses? Et tu vois, moi, quand je vois le mercato d'aujourd'hui, ben, je vois que j'ai raison. Dans le sens où, ben, quand tu avais pas un problème, tu t'es créé un problème, tu es allé acheter Raya, tu es allé acheter Havertz à 70 millions, t'as claqué des lovés. Et aujourd'hui, on me dit, il n'y a pas d'argent pour des gens qui peuvent vraiment nous faire passer un vrai gap. Mais moi, je me dis, mais je comprends pas. Parce que l'argent, il était là. Mais sauf que l'argent, on l'a dépensé inutilement. Donc, voilà, moi, voilà, je sais très bien, je vois très bien qu'Arsenal est limité dans certains choix. Euh, Pareil, dans le podcast avec Randy, Najim, Bass, les gars ils disaient qu'au début, Arsenal, Arteta, en fait, Edu s'est très, très peu trompé sur les profils qu'il a ramenés pour Arteta. Et c'est vrai, d'accord, les premiers transferts ont été très bons. Mais derrière, il faut avouer que tous les derniers transferts n'ont pas été folichons, tu vois. Donc, voilà, après, on peut se tromper. Exemple, Jesus, même moi, je me suis dit, ah ouais, tu vois, c'est un second Lacazette, mais en mieux, en plus jeune. Finalement, il enchaîne les blessures, donc c'est compliqué. Mais tu vois, moi, la saison blanche ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange dans la saison blanche, c'est que on n'a pas passé de step, tu vois. On n'a pas passé de step et que les autres équipes derrière. Tu sais, je ressens la même sensation que Leicester. Tu vois, la saison de Leicester. C'est-à-dire, toutes les autres grosses équipes sont pourries et nous, on n'est pas capable d'en profiter. Voilà. Moi, c'est ce qui me dérange. Parce que quand tu regardes même Liverpool, tu sais, ils ont un coup de mou. Mais même s'ils ont des coups de mou, ça ne sert à rien parce que nous, on n'assure pas. On n'assure pas de toutes les manières, tu vois. Et qu'on a parlé, parce que là, exemple, on a très peu parlé du match. Mais moi, franchement, je vais vraiment prendre mon temps à regarder les commentaires. Mais dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Mais je te jure que je voulais vraiment dormir. Je voulais vraiment dormir. Le match était 0. Et c'est quand il y a eu des remplacements, on n'a pas parlé de lui, mais tu vois, Tierney est rentré. Nwaneri est rentré, Partey est rentré. Tu vois, il y a trop ça. Tout ça, il y a eu les changements et j'ai l'impression que ça a un peu galvanisé le truc, tu vois. Et c'est ce qui m'a fait un peu kiffer, genre la fin du match. Mais globalement, tu vois, quand tu vois le niveau de jeu d'Arsenal depuis le début de saison, mais moi, je me disais déjà, c'est impossible que cette équipe arrive à gagner ce championnat. Et, et moi, je l'ai dit dès le départ, je l'ai dit, les gars, tu sais, je le dis. Dès le moment qu'Arsenal n'a pas réussi à tenir le score en début d'année contre Liverpool et City, je savais qu'on avait perdu le championnat. C'est pour ça que quand moi je vois le match de ce week-end, qu'on gagne 2-0, on se fait rattraper, ça ne me surprend pas. Parce que à l'époque, Arsenal, c'était une équipe très 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 forte défensivement. En tout cas, c'est ce qu'Arteta a réussi à faire. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, en statistique, Arsenal prend beaucoup plus de buts en seconde mi-temps. Ça montre qu'on craque. Mentalement, on n'est pas là. Et pour être un champion, on parle de champion, dans le championnat le plus dur au monde, la première chose que tu dois avoir, c'est le mental. C'est la première chose que tu dois avoir. Et ça, on ne l'a pas. Donc, comme on ne l'a pas, pour moi, on ne peut pas gagner le championnat. Donc, voilà, c'est même pas une question de qualité, mais voilà. Donc, vaut mieux, c'est de faire les jeunes progresser, faire ce qu'on peut faire, choper le top 4 et vraiment se poser, faire un vrai bilan de ces 2 mois, juillet, août, sortir ceux qu'il faut sortir, les Tomiyasu, les Zichenko, les Jesus, tous ces gens-là, là, Trossard, sortir tous ces gens-là, d'accord? Libérer de la masse salariale, libérer du cash et acheter des vrais joueurs qui vont nous faire passer des vrais steps et pour qu'on puisse réellement l'année prochaine aller chercher le titre. Moi, c'est ce que j'espère profondément. Et c'est ce qu'on, moi, enfin, c'est le sujet, c'était un des gros sujets et un des gros débats qu'on avait avec Raoul sur le dernier podcast, justement, où moi j'avais dit que, qu'il y avait deux possibilités enfin, en gros, j'avais dit que si les joueurs qu'on recrutait n'étaient pas prospectés par les grands clubs, en fait, ils n'avaient pas à être à Arsenal, ou alors c'était des joueurs à en devenir, et dans ces cas-là, ça justifiait leur transfert. Moi, je maintiens ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui, dans cet arsenal-là, ne devraient pas être titulaires, enfin, ne devraient même pas être au club, en fait. Au-delà d'être titulaires, ils auraient pu l'être sur la fin de l'ère Wenger ou sur le début avec Emery, même sur le début avec Arteta, mais aujourd'hui, dans un Arsenal qui se veut champion et dominant, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il y a quand même beaucoup d'interrogations. Moi, ce qui m'inquiète,
pareil, enfin, de toute façon, je suis 98%, 19% d'accord avec Axel. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est pareil, c'est pas tant qu'il y a une saison blanche. Moi, c'est le manque de progression, en fait. Depuis l'année dernière, depuis même un peu plus, il y a un réel manque de progression, que ce soit dans la qualité des joueurs que l'on recrute, qui était presque plus intéressante au début avec Edu que sur ce dernier mercato. Euh, il y a un manque de progression au niveau du jeu, un manque de progression au niveau de, enfin, de tout, quoi. Et, et c'est ce que je disais contre Aston Villa. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas de solution. Ouais, mais tu vois, même quand on parle de solution, c'est pas, je te dis qu'il faut faire un vrai bilan cette année. Et il faut vraiment, moi je te dis, pour moi, l'année prochaine, c'est la dernière saison d'Arteta. Ça doit être la dernière saison d'Arteta, saison blanche. Oui, Moi, ah je bah suis clair sur absolument. ça. Et que un truc aussi que j'en veux aux gens, c'est les gens qui disent, ouais, mais les blessures, c'est pas de sa faute. Les gars, Jésus, si tu veux. Mais on est désolé. Mechad, on l'avait répété plein de fois. Ouais, bien sûr, Saka est trop utilisé. bien Ben sûr. White, c'est trop utilisé. Tous ces gens-là, ils étaient surutilisés. Même des matchs pourris, tu sais, je me rappelle quand je m'énervais, tu sais, des matchs de Carabao Cup, des matchs pourris, tu sais, qu'on gagne déjà 3-0. Mm, Il fait rentrer qui à 60e? Saka, Ben White. Eh, les gars, mm. laisse-les se reposer. Laisse-les se reposer. C'est pas grave. Laisse les jeunes finir le match. Non, il faut les faire rentrer. Et c'est ce truc où on leur avait même posé la question à l'époque. Parce que les gens, ils oublient. Mais moi, j'oublie pas. On lui a dit, ouais, mais est-ce que Saka joue pas trop? Il dit non, s'il veut être un grand joueur, il doit être capable de jouer la cinquantaine de matchs. Mais frère, tous les joueurs se plaignent qu'il y a trop de matchs. Tout le monde se plaint qu'il y a trop de matchs. Mais toi, t'es la seule personne sur Terre à expliquer que non, c'est pas grave. Ton meilleur joueur, tu peux le poncer. Ça n'a pas de sens. Eh bien, Mm. aujourd'hui, on paye les conséquences de ça. Les gens font comme si Saka, il s'est blessé aujourd'hui parce que, tu sais, non, c'est un enchaînement de choses qui s'est passé. Et c'est ce qui fait. Si Partey, aujourd'hui, il est en forme, pour le moment, croisons les doigts, mais c'est parce que la saison dernière, il n'a pas joué. Oui, Tu vois. absolument. C'est tout. C'est parce qu'à la saison Et, dernière, il n'a pas joué mais c'est tout et qu'il a pu faire les choses. Mais tu vois, la même chose qui est arrivée à Saka, c'est la même chose qui est arrivée à Rice. Parce que Rice, on est en train de le poncer ce que j'allais de la dire. même manière. C'est ce De que la j'allais même dire. manière. Et tu Et remarqueras c'est d'ailleurs toujours que, l'éternel recommencement. ouais, pardon, excuse-moi, Axel, je t'ai coupé, mais vous remarquez quand même souvent que les blessures qu'ont les joueurs à Arsenal, ce sont souvent des blessures musculaires quand même. Totalement. C'est quand même bizarre. Saliba qui se pète, c'est une blessure musculaire sur une accélération en fin de match. Saliba, c'est le joueur l'année dernière qui a joué le plus de matchs de Première Ligue, sans compter les matchs qu'il joue avec l'équipe de France. Cette saison, rebelote, il joue tous les matchs. Alors après, c'est le meilleur défenseur du monde, donc il n'y a pas de souci, mais il y a encore une fois, il y a des matchs qu'il aurait pu ne pas jouer, il les a quand même joués. Rice, il s'est pété, et c'est aussi une blessure d'usure. Comme Odegaard, et là, on peut se poser la question, mais il y a très rarement des joueurs à Arsenal qui se sont pétés suite à des chocs, suite à une blessure des ligaments croisés. Enfin, tu vois, c'est pas des blessures qu'on aurait pu connaître à une certaine époque, quoi. Donc, ouais. Raoul, Moi, je suis totalement d'accord. Raoul, Oui, Michel. qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air blasé, saoulé, Non, non, je t'écoute attentivement. Non, non, pas du tout. t'as des beaux yeux, Raoul, tu le sais ou pas? Bah, tu les as vus de près en plus. Ouais, c'est vrai. Tu as des très beaux jeux, ouais. Non, mais j'essaie de mettre des, Hmm. des touches positives. Non, non, mais je vous écoutais attentivement. C'est des sujets sur lesquels on est déjà venu et revenu Oui, non, mais sur les attends. podcasts. Mais c'est important de le rappeler parce que finalement, les choses ne changent pas. Euh, C'est surtout que c'est important de le rappeler, Raoul, pardon, parce que peut-être que certains ont l'impression qu'on fait un hors-sujet. Mais en gros, tout ça, ça explique aussi le manque de qualité qu'il y a aujourd'hui à Arsenal et peut-être le manque de possibilités aussi. Quand Axel dit qu'on se prend beaucoup de buts en deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est tant mental que physique finalement, parce qu'on reste quand même, mine de rien, la meilleure défense de Première Ligue. Pour autant, c'est vrai qu'on a une impression d'un manque de contrôle à partir de la deuxième qui est dû probablement à la tête, mais je pense aussi qu'il est dû au physique dû, encore une fois, à un manque de profondeur, à un manque de banc. Euh, Aujourd'hui, et on l'a vu sur le dernier match contre Aston Villa a un meilleur banc qu'Arsenal. Je ne sais pas si ça, c'est des choses qui sont normales. Je sais pas, je le répète parce Mais que si je c'est trouve ça normal, parce hallucinant. que comme tu as dit, il faut rappeler le contexte. On a commencé.
comme l'effectif le plus court de Première Ligue. C'est-à-dire qu'on va chercher tous les titres, mais on commence avec l'effectif le plus court, dans le championnat le plus relevé. C'est ça, n'a aucun sens. Oui, mais Ça, cela n'a aucun sens. le recrutement se fait sur plusieurs années. Tu vois, pareil, encore une fois, je reprends l'exemple du Galatasaray. Totalement, Parce que j'ai réécouté le totalement. podcast quand tu me dis oui, Raoul m'a dit oui, mais tu vois, par exemple, City, ils ont recruté des joueurs comme Savigno, comme Doku, etc. Oui, mais avant de recruter des joueurs comme Savigno et Doku, combien d'argent ils ont injecté pour recruter des top joueurs? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je dirais, il y a un recrutement qui s'est fait sur plusieurs années. Moi, quand j'analyse le recrutement, je l'analyse pas que sur le dernier mercato. C'est une analyse d'ensemble sur le travail global d'un entraîneur qui est là depuis 5 ans, en fait. Non, mais c'est pour ça que j'ai parlé de ça, que quand les gens ils disent, ouais, mais le board, ils veulent pas soutenir Arteta. Alors, déjà, il y a un truc que je comprends avec certains fans. Quand tout allait bien, quand il a fait la saison surprise, qu'on a fait deuxième la première fois, c'est Arteta est génial. Arteta était génial. Aujourd'hui que ça va mal, c'est plus la faute d'Arteta, c'est la faute du board. Les gars, le board, les cranky, ils n'ont jamais investi autant pour un entraîneur. Absolument. La seconde partie de l'ère Wenger, ils n'ont pas investi autant. Mm, Emery, ils n'ont pas investi autant. Le gars, il a investi, si je ne me trompe pas, un peu plus de 700 millions d'euros. ouais. C'est énorme, c'est énorme. Donc si avec 700 millions, on n'arrive pas à faire une équipe, ah, on va où? Franchement, tu sais quoi? Ça m'intéresse. J'irai regarder et combien d'argent que Klopp a réussi à former Liverpool. Ça m'intéresse. Franchement, j'irai. J'irai regarder année par année, les premières années de Klopp, pour voir combien il a dépensé pour choper son équipe avec les Firmino, les Sadio Mané, les Mohamed Salah, etc. Ça m'intéresse parce que tu as l'impression que le board n'a rien investi. Les gars, 700 millions, vous savez, c'est quoi 700 millions quand même? Au cas où. C'est énorme. Et c'est ça que je dis qu'à un moment donné, il a voulu faire certains choix et il y a des choix qui, pour moi, ben, on ne les a pas poussés assez. Et où ils ont été mauvais. Après, ça peut arriver, tu vois. Mais on oublie. Mais des joueurs comme Sambi, ils sont toujours sous contrat Arsenal. Ils sont prêtés, Mm. mais ils sont toujours sous contrat. Tu vois, des milieux de terrain comme ça. On nous avait dit que c'était le nouveau Yaya Touré. Alors, c'était un pari. Mais Sambi, si je ne me trompe pas, il nous a coûté entre 18 et 20 millions. Tu vois? Donc, ça, c'est de l'argent. Nuno Tavares, alors bien sûr, il est claqué au sol et tout le monde est content qu'il soit parti. Même si à la Lazio, il fait une très bonne saison en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te tromper comme ça, mais il y a quand même eu des moyens. Et de Bien ces sûr. moyens-là, on n'a pas fait les bons choix. Je suis désolé. Et comme je dis, exemple pour Havertz, on dirait qu'il n'y a pas d'attaquant. Mais 70 millions d'Havertz, c'est 70 millions qu'on nous demandait la Sociedad pour avoir Isaac on n'a pas voulu mettre sur Isaac et ensuite qu'on a mis sur Havertz. Et aujourd'hui, on me dit, il n'y a pas d'attaquant. Ben non, l'attaquant, il a été acheté. C'est Havertz. C'est Havertz. C'est tout. Donc voilà. Donc, c'est Arteta qui a voulu ce genre d'attaquant, ce genre de joueur. Aujourd'hui, frère, on paye les conséquences de ça. Et c'est ce qui fait que, pour revenir, comme tu dis, pas de hors-sujet, on revient sur le match du Dynamo Zagreb. C'est ce qui fait que, ben, pendant un très long moment du match, ben oui, il n'y a pas de qualité, tu es là, etc. Frère, t'as envie de dormir, les joueurs sont là, ça court. Ça Tu vois, ronronne. ouais, ça ronronne, c'est embêtant, quoi, tu vois, c'est très, très embêtant. Et voilà. Et contrairement, tu sais, j'aime pas parler de Kivior parce que Kivior, moi, je n'en veux pas parce que pour moi, pour être bon et avoir certains réflexes, il faut enchaîner. Et quand tu n'enchaînes pas les matchs, c'est toujours un peu compliqué, etc. Ah, tu as fait une perte de balle, c'est pas grave. Par contre, pareil, tu vois, quand je vois Raya faire une perte de balle, alors que le mec, il a un truc à faire dans le match, il n'a même pas été dans le danger, mais il n'a pas été capable de le faire. Alors que lui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas la confiance. On ne peut pas dire qu'il n'enchaîne pas les matchs, tu vois. Pourtant, le mec, il arrive à te faire un truc débile, contrairement à un jeune. Et en plus, Raya n'est pas jeune. Raya a déjà 28 ans, qui vient, Non, mais en a après, 23. après Tu vois, donc Axel, voilà. Raya, c'est top 3 gardien monde. Donc, tu vas directement te calmer quand tu parles de Raya. Parce que. C'est vrai. Non, parce que- tu as raison parce que ça, c'est un truc que j'ai vu. Après peut-être qu'ils ont raison parce qu'en soi, je vais être très sincère avec toi. Je trouve que globalement, le niveau des gardiens a drastiquement baissé parce que, tu sais, quand moi j'ai commencé à regarder le foot, pas pour faire l'ancien, il y a des gens qui sont plus anciens que moi, mais nous, on a connu, moi j'ai connu David Seaman Prime, ensuite j'ai connu Liman, j'ai connu Van der Sar, j'ai vu Buffon, j'ai vu Casillas. Tu vois, donc voilà, tu vois, on a comme vu on a vu Neuer, tu vois, Neuer Prime. Donc, je vais te dire que même Michael Landreau. Olivier Kahn, etc., je vais te dire que il y avait quand même
la concurrence des gardiens était quand même très très forte. Et aujourd'hui, c'est vrai que, bon, à part Courtois, qui j'ai l'impression est sur une autre galaxie, bah, j'ai pas l'impression que les autres gardiens, tu vois, c'est vraiment la folie. Donc quand les gens te disent, ouais, top 3 s'ils veulent, en tout cas, bon, Ah non, c'est. c'est sûr. En tout cas, voilà. C'est- En tout cas, c'est pas parce que le niveau est légendaire, en tout cas. J'ai pas cette impression. Et pour finir, le truc, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est pas la fatigue ou le saison blanche, etc. C'est que des joueurs comme Saliba se disent, et tu sais quoi, moi, je vais rien gagner et je vais partir. Moi Ah, c'est ça. Voilà. C'est ce genre de joueurs qui se disent, vas-y, tu sais quoi, je vais partir. Saka il a un vrai attachement au club, donc je crois pas. Mais Saliba, je sais pas. Moi, je me dis peut-être qu'il va se barrer, quoi. Ça, Saliba, j'en parlais en fin d'année dernière de Saliba, qui Saliba, potentiellement pouvait à un moment donné répondre aux appels d'autres clubs qui, eux, ont la puissance des titres européens. On m'a toujours dit, mais non, t'inquiète pas, il est là pour du long Saliba, terme. t'as le Real Madrid qui est là, il met 80, il part, hein. Je te le dis. Et 100 ou Bien- 100 ou 120, il part, 100%. Non, après Arsenal peut dire non, mais moi je pense que le joueur peut faire le forcing. Faire le forcing en disant, bon les gars, c'est bon, j'ai re-signé, il n'y a rien, il n'y a pas d'action du board, c'est toujours la même saison, moi je gagne rien. Vas-y, tu sais quoi, je me barre. En plus, tout le monde est blessé, les gens, la défense est vieillissante au Real, donc le mec, il a totalement sa place là-bas. Non, moi je pense que Saliba peut totalement aller au Real. Moi je pense que c'est une rumeur Bien qui est sûr, à vraiment 100%, crédible, hein. tu vois, Saliba, il qui est peut aller vraiment, partout, vraiment crédible. et encore plus au Real. Moi, pour moi, de toute façon, il partira qu'au Real. Mais ouais. Oui, je ne le vois pas Donc partir voilà quoi. dans un club de PL, clairement. Messieurs, pour essayer de recentrer juste sur ce match-là, sachant qu'Axel doit nous quitter Quitter, c'est ça. très rapidement, mais Charles, si tu peux nous accorder encore un peu de temps pour conclure ce podcast, ça serait cool. Non. Euh, du coup, je voulais faire deux, trois focus, mais on va pas les faire. Est-ce qu'on peut passer au flop et au top, messieurs? Bah, à vos flops et à vos tops, avec éventuellement peut-être quelques argumentaires si vous en avez l'envie. Axel, tes flops pour commencer. Le match, le match Dynamo Zagreb qui nous a rien appris de plus, tu vois. Michel aime bien dire parfois qu'on est venu au match d'entraînement, il a raison. Mais franchement, c'était claqué au sol. Ils ont rien fait. À part l'ancien joueur, je crois que c'est à Saint-Étienne qui jouait, le gars là. L'ailier gauche là. Mais sinon, non, c'était vraiment pas bon. C'était pas bon. Le match, franchement, le match était pas bon. Mais bon, mon top, c'est que quand les joueurs sont rentrés, comme je l'ai dit, c'était beaucoup mieux, plus agréable à regarder. C'était kiffant. Et on a même vu Odegaard marquer, etc. Parce que c'était beaucoup plus débridé avec les joueurs qui créaient de l'espace et qui bougeaient, etc. Donc c'était grave intéressant. Donc voilà. Meshat, tes flops? Mes flops, mes flops, Sterling. Décidément, le pauvre, ça fait peine à voir et je me dis surtout que lui, il est là en lieu et place de Nelson. Purée. Et les gens ont craché sur la bouche à Nelson pour dire qu'il était dégueulasse. Ah bah, je vous assure que Nelson à côté, c'est un top player, hein. Franchement, moi, il me manque. Nelson n'a jamais fait ce genre de match. Nelson me manque beaucoup et je sais pas. Moi, je me dis encore une fois que dans cette saison où on galère à avoir des joueurs et des ailiers, je suis pas sûr que ce soit le salaire de Nelson ni les performances de Nelson qui nous auraient empêché de le conserver. Bref, donc Sterling, bah, malheureusement Kivior, même si je suis absolument d'accord avec Axel qu'il y a un contexte et que tu peux pas demander à un joueur d'être performant quand il joue jamais. Et quand en plus il sait qu'il n'a pas la confiance de son entraîneur, ça met encore plus de pression sur tes épaules. Donc voilà. Mais je continue à croire en ce garçon. Mais je dirais Kivior parce que Et en plus, attends, autre chose, il y a un truc que tu dis souvent et qu'on est d'accord sur ça. Même si Kivior, les gars, il fait un match 20 sur 10, ça ne changera rien, hein. ça changera Ça ne absolument. changera rien aussi. Donc, Ouais. ça, faut pas l'oublier non plus. Ah, Mm. ça aurait pu changer pour samedi, si. Si. Ouais, pour samedi, parce que Saliba est blessé. Ah oui. Mais si tout le monde est là, ça va rien changer. Ça va On rien est changer. d'accord Ouais, auparavant. ouais, Ah non, oui, mais bien sûr, entièrement d'accord. Après, moi, je suis pas contre. C'est vrai que Saliba, Gabriel, c'est compliqué, mais je veux te dire Eh, que ça va rien changer. C'est comme Nwaneri. Nwaneri, il peut être comme la Yamal à droite. Saka, il va revenir, ça va rien changer. Ça va rien changer. Même s'il il marque 40 buts là, et Saka il va revenir, il ira à droite et Nwaneri ira sur le banc. Ça va rien changer.
Voilà. Absolument d'accord. Et le dernier flop, j'ai envie de dire Raya pour la vanne, mais je le dirai pas. Et Que sinon, je trouve très drôle, du coup. je mettrai tout. Sachez que je mettrai tout le temps, même si c'est un top match, je le mettrai dans les flops. Je plaisante. Mais moi, alors même s'il a été décisif, pardon, moi je vais mettre Havertz, hein. Ok. Bah, c'est mon Je avis. suis Moi, pas, je- je l'ai pas, en fait, je trouve qu'on retrouve le Havertz qu'on n'aimait pas l'an passé. Euh, Même si sur ces deux actions, il a été plutôt intelligent et que c'était plutôt bien joué. Mais je trouve que, en fait, ça se voit trop qu'il n'est pas neuf. Et je sais que c'est pas de sa faute, parce que c'est pas lui qui a Mais demandé à jouer ce pourtant, poste-là. pourtant, je te promets que je le trouve bien placé sur pas mal d'actions. Et comme je te dis, pour moi, il n'est pas assez clinique. Parce que c'est pas son rôle. Et Bah ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi. mais Sur du ça, je coup, suis d'accord avec toi que c'est pas un neuf. et du coup, pour un neuf, c'est embêtant quand même. Ça Je suis reste c'est d'accord. embêtant, tu vois. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Sur Voilà, ça, frère, je suis totalement d'accord. Donc voilà. Ça voilà sera pour ma le. dernière phrase. Je vous laisse finir le podcast à deux. Merci aux auditeurs. Et puis, prenez soin de vous. Merci, Bisous, Axel. Axel. À Bisous, très Axel. bientôt. Du coup, Michel, on continue à deux. T'es top, du coup. Mes top, bah, Martinelli. Martinelli parce qu'il était remuant, parce qu'il est aussi décisif sur ce match-là et que c'est ce qu'on lui demande aussi. Euh, Rice parce que trop fort, parce qu'exemplaire, parce qu'une activité extraordinaire, enfin, comme d'hab quoi. En fait, ce que j'admire c'est que chez ce mec-là, c'est il peut jouer contre le Real Madrid ou contre une équipe amateur, Il il mettra fera le la même même match. intensité, hein. Ah, et je trouve ça épatant quoi, vraiment. Euh, Et le dernier, je mettrais Gabriel parce que je le trouve trop fort. Je le trouve vraiment de plus en plus impressionnant, ce garçon. Maintenant qu'il a vraiment gommé ses sautes de concentration, qui le rendait un peu stupide sur le terrain par moment, je trouve qu'il a été vraiment épatant et qu'il est épatant en ce moment. Et pardon, parce que je sais que du coup j'ai mis Avert dans mes flops et que les gens vont peut-être crier, mais j'avais oublié aussi la performance d'Odegaard que j'ai pas trouvé ouf. Donc en fait je vais mettre Odegaard en flop et non pas Avert. Voilà, je corrige. Ça marche. Et Euh, pour toi, Raoul, ça Moi, m'intéresse mes de. tops que j'ai notés. Alors pour moi, le vrai top, dans la définition du top player, top match, etc., il y a Rice. Hmm. Et après, j'ai des tops, mais d'encouragement. C'est-à-dire que qui a survolé le match comme ça, de A à Z, ah, pareil, je vois pas. Peut-être un peu Jorginho, mais peut-être pas assez impactant dans le résultat dans le résultat final, pardon. Et donc, du coup, moi, j'ai mes deux autres tops de ce soir seront Martinelli et Havertz. Et en fait, pour moi, c'est des tops d'encouragement. Pourquoi? Parce que Martinelli, il est impliqué dans les buts. Il est post-passeur décisif, puis passeur décisif. Oui, sur le premier. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. Ah, le centre qu'il met à Havertz, il n'est pas dégueu. Parce que Non, non, non. la remise d'Havertz, elle est belle, hein. Elle est première C'est ce que intention, j'ai, plein du pied. c'est ce Mais que le, j'allais dire, pardon. C'est Mais ce que le j'allais dire. centre, il tombe quand même dans les deux centres qu'il fait, c'est C'est millimétré, tu vois. c'est Et c'est lui qui crée le but, en fait. C'est ce que j'allais dire. C'est que sur voilà. le premier, c'est lui qui crée le but. Mais il n'est pas passeur décisif. Et donc, sur le deuxième, il l'est, sur un centre millimétré pour Hmm. Havertz, pardon. Et indépendamment des deux impacts qu'il a sur les buts, je continue de retrouver ce que moi j'aime chez Martini, c'est-à-dire qu'il a eu une débauche d'énergie de la première à la dernière. Ce que tu disais sur Rice, en fait, on peut le dire de Martinelli, sauf que Rice, il aura le même impact physique, il sera toujours bon. Martinelli, il aura toujours le même impact physique, mais avec des résultats plus ou moins élevés dans le match, tu vois. Et des fois, il peut avoir un impact physique, être présent et courir de partout et être très mauvais. Et des fois, il court toujours partout. Ça, c'est une régularité chez lui. Et il peut être plutôt bon. Donc, du coup, pour ça, je l'ai mis dans mes tops. Et le troisième, ou mon deuxième top d'encouragement, c'est Havertz. Parce qu'il y a quand même une stat qui est sortie et ça rejoint. Alors, ça rejoint pas
ça contre un petit peu ce que vous avez dit, comme quoi que c'est pas un neuf, etc. Mais l'année dernière, Havertz met 14 buts dans la saison, toutes compétitions confondues, en 51 matchs joués. Il vient de jouer son 30e match, Havertz, il a mis 14 buts. Donc il est déjà au même ratio du nombre de buts qu'il avait mis l'année dernière en pas tout à fait la moitié de moins de matchs, mais avec une avance de 21 matchs sur sa performance de l'année dernière. Et donc, malgré les zones désertiques qu'il a traversées, etc., il reste encore présent. Tout n'est pas parfait et effectivement, c'est pas un vrai neuf parce que on l'a vu à plusieurs reprises dans des enchaînements. Il y a des choses qui doivent partir beaucoup plus vite, des frappes, des crochets, etc. Mais néanmoins, il est là et il a fait preuve d'énormément d'intelligence sur le premier but, je trouve, parce que Ouais. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Jésus, il fait contrôle et il essaie de frapper en pivot, hein. Exactement, ouais. C'est certitude. Là, il sert Rice qui est peut-être mieux placé. Après, peut-être qu'il l'aurait mis, j'en sais rien. Donc voilà, donc ces deux derniers tops sont des tops d'encouragement. Mais après, Rice, tu l'as dit, c'était l'un des focus que j'aurais aimé faire avec Axel, même si je pense que probablement on aurait dit la même chose que l'on a dit à chaque fois sur chaque débrief de match ou de chaque podcast que l'on a fait en parlant de Declan Rice, à l'exception que il y a de ça quelques mois encore, Chad, je sais pas si tu te rappelles, je te disais que Rice en 8 je n'en peux plus parce qu'il est tellement fort en 6 qu'en fait, j'ai l'impression qu'il perd son temps et qu'on perd tellement de valeur avec lui en le mettant en 8. Et depuis 3 4 matchs, je trouve qu'il commence à prendre la mesure de ce poste-là. Alors, je dis pas qu'il est autant performant dans ce poste en 8 qu'en 6, mais par Mm. contre, il commence à être vachement intéressant. Et je trouve qu'il commence à trouver ses marques. Et pour quelqu'un qui n'est pas 8 de métier, contrairement à Martinul, à Mérinul, pardon, Merino, je trouve que sa progression à ce poste-là, elle est super intéressante. Alors certes, on n'a pas rencontré des top teams récemment, etc., mais il prend la mesure de ce qu'il doit faire. Il devient impactant offensivement tout en étant présent défensivement, et ça, il a le coffre pour le faire. Et je pense que Merino n'a pas le coffre pour le faire dans ce qu'on lui demande, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. Ouais. c'était sur cet aspect-là que j'aurais bien aimé vous entendre, mais j'ai préféré vous laisser continuer sur ce que vous étiez en train de dire parce que je trouvais ça également intéressant et probablement que nos auditeurs auront le même avis que moi. Euh, du coup, on va finir ce podcast en parlant très rapidement en 2 3 minutes du match de Wolverhampton de samedi. Ça y est, on a fini tous les matchs à la maison. On rappelle quand même qu'on a fait 5 matchs consécutifs à la maison et que le bilan comptable est nettement insuffisant par rapport à la chance que l'on avait d'évoluer chez nous, d'éviter les déplacements, même s'ils ne sont pas forcément toujours très longs en Angleterre, mais voilà. En tout cas, samedi, retour de la PL samedi à 16 h et on se déplace à Wolverhampton qui est actuellement 17e au classement. Alors, Chelsea a joué contre eux euh, lundi ou dimanche. Je crois que c'était lundi. Ils ont gagné 3-1 à la maison à Chelsea. Les Wolves leur ont posé des problèmes sur la première mi-temps, un peu moins en deuxième. Donc on peut s'attendre, en tout cas on espère une victoire. Méchan, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Et là où je voulais te challenger un petit peu, c'est par rapport à ce que tu as vu contre Aston Villa et par rapport à ce que tu as vu ce soir. Sachant que il y a une incertitude sur Lewis Kelly, qu'on peut peut-être lever un petit peu, mais que la certitude est que Saliba ne sera pas de retour. Quel serait, toi, le 11 que tu attendrais ou que tu mettrais? Pas celui-là que tu penses que Arteta va mettre, mais le 11 que toi Mhm. tu mettrais. Timber à droite, Saliba Gabriel dans Non, l'axe. Saliba ne sera pas fit. Comment tu sais? Il a dit qu'il serait pas fit Ah sur oui, ce oui, match-là, bah, non, tant pis non, là. Saliba, il revient pour City, pas avant. Alors, pardon. Timber à droite. Timber à droite. Kivior, moi je le laisse. Kivior Gabriel, Lewis Kelly à gauche. Partey en 6, Rice en 8, Odegaard à ses côtés.
Nwaneri à droite, Averse, Martinelli et Trossard. Havertz, ouais. Et je mettrais Trossard parce que sur la forme du moment, je pense que, enfin, sur les deux derniers matchs, j'ai trouvé beaucoup plus impressionnant. Donc, je mettrais Havertz dans l'axe et Trossard à gauche. J'ai le même Voilà. que toi. Bon, voilà, bah, il y a pas plus de débat à avoir que Mais je ça parce pense, que mais je pense, mais je pense qu'il fera, je partir à pense droite, qu'il Timber partait à dans l'axe. droite, Timber dans l'axe, Merino au milieu avec Rice et Odegaard. Ouais, c'est tellement. Ouais, bah, on verra bien. Euh, pour finir sur ce match-là, on repasse donc à la troisième place au classement. Je l'ai dit, à égalité de points avec l'Inter, mais avec une différence de plus de 5 buts par rapport à l'Inter, où on a quand même perdu. Le seul match que l'on ait perdu, Méchat, dis-toi bien une chose, on l'a vu, la fameuse purge à Milan. Liverpool avec 21 points est qualifié directement. Barcelone avec 18 points est qualifié. Et nous, on est dans un ballottage vraiment très, 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 très favorable. Et je te dis, ben, d'après les calculs que j'ai rapidement fait, à part vraiment à la différence de buts, mais des équipes qui ont 13 points et qui pourraient nous rattraper au nombre de points si on avait une défaillance face à Girona et que donc on perdait et que eux gagnaient, franchement, pouah, on a vraiment, 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 vraiment de la marge. Donc on peut dire qu'on est très probablement qualifié. Par contre, City qui a perdu contre Paris 4-2, ils sont 25e avec 8 points, ça va être Ça, c'est ouf, compliqué. hein. Ça, c'est Ouais. ouf. Ouais. Et Paris 22e avec 10 points. D'ailleurs, je trouve que la joie des Parisiens que j'ai vu vite fait là passer à la télé à la fin du match, je trouve ça. Alors oui, ils ont gagné un match, mais ils sont pour le moment que barragistes, quoi. Et en fonction des résultats qu'ils feront la semaine prochaine, potentiellement, ils peuvent encore sortir du tableau. Enfin bref. Laissons ça à ceux qui font des podcasts sur Paris ou qui supportent le club de la capitale. Euh, Méchane, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce débrief un petit peu, je veux dire, éclaté en termes d'organisation, mais que j'ai pris énormément de plaisir à animer et à recevoir, notamment Axel, qu'on n'avait pas eu depuis un bout de temps. Peut-être te donner rendez-vous samedi si tu es là pour un Alors nouveau non, débrief. Non, tu ne je ne seras pas là? serai pas là. Non, je ne serai pas là ce week-end, malheureusement. Je ne suis pas, je serai pas disponible. Ok, alors ça ne sera pas sur ce débrief-là. Peut-être dans un autre, ou sûrement dans un autre. Et puis, Sûrement. bah, bonne soirée, bonne nuit. Merci aux auditeurs. N'hésitez surtout pas, encore une fois, on le répète, à commenter. C'est super important. Nous, on aime ça, on aime y répondre. Et ça permet de voir aussi ceux qui sont d'accord avec nous ou pas. Et n'hésitez pas également à aller consulter les notes de la rédac qui sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez d'une part consulter les notes que le rédacteur qui était chargé des notes ce soir a mis. Et vous pouvez également, vous, apporter votre notation à l'ensemble des joueurs d'Arsenal. Ça nous permet aussi de faire des moyennes et de voir si vous êtes plutôt raccord avec nous ou pas. Merci pour tout. À très bientôt et Come on Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.